un journal qui part de Washington aux États-Unis et d'Amérique où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre part à la cérémonie de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda destiné à mettre fin à la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il va également répondre aux attentes de paix des populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi et de toutes les localités martyrisées. Une rencontre tripartite est prévue ce jeudi 4 novembre 2025 à la Maison-Blanche entre le président Trump et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On en parle avec Giscard Koussema. Au cours d'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix. Les mêmes documents ont été signés le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible. Arrivé tôt en début de la journée de ce mercredi à Washington, aux États-Unis d'Amérique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondu à l'invitation de son homologue américain Donald Trump. Le président de la République va participer à la signature, je vous le disais, de l'accord final de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kibabi Somoïsa. Accord de paix, République démocratique du Congo, Rwanda. L'heure est à la phase finale, celle de l'entérinement de cet accord, très attendu pour la paix durable de l'Est de la RDC par les chefs d'État des deux pays à Washington, aux États-Unis d'Amérique. À l'invitation de son homologue américain Donald Trump, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux premières heures de la journée de mercredi 3 décembre à Washington, en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. La communauté congolaise des États-Unis d'Amérique a bravé les heures tardives et le froid pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Le programme officiel prévoit
Une rencontre tripartite des présidents Donald Trump, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ce jeudi 4 décembre. La cérémonie se tiendra en présence notamment de chefs d'État ou de hauts représentants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, du Qatar, du Togo, de l'Ouganda et des Émirats arabes unis. Depuis plusieurs mois, Washington s'est impliqué dans la recherche de voies et moyens de restauration de la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo, extrêmement riche en minerais critiques. À Washington, le président de la République est venu apposer sa signature sous les bons auspices du président des États-Unis d'Amérique sur l'accord qui vise à mettre un terme à la guerre sanglante dans l'est de la République démocratique du Congo et à sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Revenons au pays pour parler encore sécurité. Cette fois-ci, lutte contre la milice Mobondo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a lancé l'opération de désarmement, démobilisation des ex-combattants à Mbakana. On en parle avec plus de détails avec Bobo Anan Mokondi. Dans ces images, on voit la milice Mobondo rendre volontairement leurs armes. Nous sommes en Mbakana, dans la commune urbano-rurale de Maluku, à l'ouest de la ville de Kinshasa. Les gestes est patriotique. Les ex-combattants de la milice Mobondo déposent les armes et signent ainsi leur adhésion au processus du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation lancé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, dans ces territoires du peuple Téké. Cette cérémonie marque une étape historique dans notre marche vers la paix et la stabilité et traduit la volonté politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de bâtir effectivement une République pacifiée, unie et prospère. L'idée est de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays touchée par des conflits intercommunautaires entre le peuple Téké et Yaka. À ce jour, l'on dénombre de familles déchirées et beaucoup de pertes en vies humaines enregistrées. Une situation qui vient aggraver encore l'insécurité dans la région du Grand Bandundu. Cette opération marque les efforts de renforcement des réconciliations et de cohabitation pacifique entre ces deux communautés. C'est le début d'un processus structuré visant à transformer les armes en instruments de paix et les ex-combattants en acteurs du développement, vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le choix de Mbakana, il incarne la proximité de l'État avec ses citoyens et rappelle que la paix doit se construire là où les communautés vivent, travaillent et espèrent bâtir leur avenir. Cette opération constitue également une étape majeure vers le retour de la paix et la stabilité dans cette partie du pays. En visite officielle à Kinshasa, le général Franck Vansina, chef de défense du Royaume de Belgique, a été reçu au quartier général des FARDC, Konkokolo, par son collègue congolais, le lieutenant-général Mbanza Milambwe, en toile de fond le renforcement de la coopération militaire entre Kinshasa et Bruxelles. Reportage de la presse militaire. En visite officielle à Kinshasa, le général Franck Vassina, chef des défenses du Royaume de Belgique, a été reçu ce mardi 2 décembre 2025 au quartier général des FARDC au camp lieutenant-colonel Kokolo par son homologue congolais, le lieutenant-général Mbanza Milambwe Jules. Après les tête-à-tête dans son cabinet de travail, les deux chefs militaires se sont retrouvés dans la salle de réunion de l'état-major des FARDC où les attendaient leurs collaborateurs. Dans ce monde bienvenu, le général Milambwe a exprimé sa profonde gratitude envers son homologue belge pour cette visite organisée dans un contexte délicat d'agression de la RDC par le Rwanda. Cette visite a souligné le chef d'état-major général des FARDC et les signes de la bonne santé et du raffermissement de la coopération militaire entre Bruxelles et Kinshasa. Les forces armées de la République démocratique du Congo et on est fort. Nous souhaitons la bienvenue chez nous. Dès que cela a été fait par le ministre, à mon tour, conventionnement à l'état-major général de notre armée, réitérer ce vœu de bienvenue. Et je voudrais aussi vous dire que cette visite marque quand même nos esprits.
De son côté, le général Vansina a insisté sur la portée politique de la visite du ministre de la Défense belge et témoigne du partenariat engagé du Royaume de Belgique en RDC. La coopération militaire belge dans notre pays est active dans le domaine de la formation, notamment pour la 31e brigade au centre d'entraînement de Loama à Kindu au Maniema et à l'académie militaire de Kananga au Kasaï central. Pour lui, cette visite constitue un signal fort de la solidarité internationale face à l'agression dont la RDC est victime. Je crois en effet qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent dans notre coopération, que ce soit le fait que le général soit votre conseiller, qu'on mette un effort sur la 31e brigade, qu'on vous accompagne dans la mise en œuvre du soutien EPF maintenant. Enfin, il a invité le chef d'état-major général des FARDC à rendre très prochainement visite à l'armée belge à Bruxelles en vue du renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. Et puis, Théo Franken, ministre belge de la Défense, a visité hier mardi 2 décembre l'hôpital militaire central du Konkokolo. À cette occasion, un point détail lui a été présenté. C'est toujours un reportage de la presse militaire. Théo Franken, ministre belge de la Défense, a visité ce mardi 2 décembre 2025 l'hôpital militaire central du Konkokolo. À cette occasion, un point de situation détaillé lui a été présenté. Cette présentation a permis de mettre en lumière le rôle stratégique de cette formation médicale dans la prise en charge médicale des militaires et de la population civile dans un contexte sécuritaire tendu. Le ministre Théo Franken a visité la salle d'opération où une équipe médicale de l'armée belge est à pied d'œuvre. Sa présence est venue sceller et renforcer cette coopération militaire séculaire entre le Royaume de Belgique et la RDC. Elle témoigne de l'importance accordée par le Royaume de Belgique pour l'amélioration des conditions de vie et de santé des membres des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous allons nous rendre dans la province de l'Ituri dans le cadre de la sécurisation des frontières sanitaires. Une dizaine d'agents du programme national d'hygiène aux frontières ont été investis en qualité d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Ils ont prêté serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'Ituri. C'est un reportage de Junior Selimani. La délégation du commandant secteur opérationnel Ituri a été accueillie à Mahagi-Port en début d'après-midi du lundi 1er décembre courant. Après une importante réunion de sécurité élargie aux leaders communautaires ici à Mahagi-Port, le général-major Bruno Mandevou et sa cohorte se sont rendus également à la frontière Kolokoto qui sépare la RDC à l'Ouganda. Ici à la frontière lacustre congolo-ougandaise, des instructions fermes ont été données au commandant de la 332e base de force navale, le colonel Ekofo. Objectif, protéger les pêcheurs congolais en conformité avec la loi et leur matériel consécutivement aux menaces internes et externes auxquelles l'Est de la République démocratique du Congo fait actuellement face. Cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel, la première accompagnée des membres du comité provincial de sécurité, dont les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio, vise à donner des directives claires pour défendre sans faille l'intégrité du territoire national. Et ce, sur instruction du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui exécute jusque dans les moindres détails la vision du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat actuellement sur tous les fronts pour le bien-être du peuple congolais. C'était plutôt le commandant secteur opération de l'armée en Ituri qui séjourne à Mahagi. L'objectif de cette itinérance est d'évaluer la situation sécuritaire et opérationnelle dans cette partie de l'Ituri, plus précisément à Mahagi-Port. Et puis, l'OIT, la BAD et la RDC s'engagent pour la mise en place d'un nouveau dispositif pour maximiser les opportunités pour l'accès facile à l'emploi des jeunes à travers l'ONEM, un système adopté aux réalités courantes pour faciliter les jeunes à trouver de l'emploi. Bobo Anan Mokondi.
La jeunesse de la République démocratique du Congo va bientôt bénéficier d'un appui renforcé dans les recherches d'emploi grâce à un système intégré d'information, d'orientation, de formation et d'insertion professionnelle. Un dispositif qui s'appuiera sur la redynamisation et le renforcement de capacités internes de l'ONEM pour offrir des services plus efficaces et adaptés aux réalités du marché du travail. C'est l'essentiel des conclusions issues des assises tenues ce mardi 2 décembre 2025 entre le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, le Bureau international du travail et la Banque africaine de développement. Dans son intervention, la directrice pays de l'OIT, Nteba Soumano, a souligné l'importance stratégique de ces projets qui ambitionnent de faciliter l'accès des jeunes à des opportunités réelles et structurées. Nous allons mettre en place un mécanisme qui mettra les acteurs en synergie pour que le jeune puisse avoir, lui, accès à l'information et qu'il puisse savoir où il peut avoir un appui efficace. Et au sein de l'ONEM, ils auront les capacités, ils seront renforcés pour pouvoir faire un profilage adéquat pour répondre aux besoins du secteur privé. Pour sa part, Koulibaly Mohamed, représentant pays à la BAD, a salué la qualité d'écoute et la disponibilité du ministre Massamba, tout en réaffirmant l'engagement de la banque à accompagner ces processus, déterminé à répondre aux recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment celle à la suite de la récente table ronde de la jeunesse. Le ministre Ferdinand Massamba a exprimé toute sa satisfaction de voir les BIT et la BAD soutenir les efforts de la République démocratique du Congo en faveur de l'emploi de jeunes. De contrôle budgétaire et de gestion de publicité de Kinshasa et de la DGRK, deux rapports de l'Assemblée provinciale de Kinshasa présentés par la commission ECOFIN. C'était au cours d'une plénière présidée par l'honorable Lévi Mbuta. Blandine Wavingana nous en dit un peu plus. Au cours de cette séance plénière, les députés provinciaux de Kinshasa ont examiné et adopté les rapports de la commission ECOFIN relatifs à la mission de contrôle budgétaire et de gestion à l'autorité des régulations et de gestion de la publicité de Kinshasa RGPK et à la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK pour la période allant de 2023 au premier trimestre 2025. L'objectif poursuivi était d'évaluer la mobilisation des recettes de la ville et de proposer des réformes pour renforcer la gouvernance financière de la capitale. Dans sa présentation de l'économie générale du rapport pour la DGRK, le président de la commission ECOFIN, Justin Moïse Kadima, a relevé l'inadéquation des textes en vigueur. Pour y remédier, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a adopté un ensemble de recommandations à l'attention de l'exécutif provincial, de la DGRK et des ministères sectoriels, parmi lesquels la création d'une commission technique des réformes, l'assainissement des comptes bancaires de la ville, l'augmentation de la quantité des recettes sur diverses taxes de consommation de la DGRK. Pour le ministère sectoriel, ils doivent, chacun dans leur domaine, sécuriser les ressources, actualiser les taux de droits et taxes, lutter contre les fraudes et garantir le versement des recettes dans le guichet unique. En ce qui concerne l'ARGPK, la plénière a recommandé le renforcement de la régulation du secteur, d'améliorer la transparence dans l'attribution des espaces publicitaires et d'assurer un meilleur suivi des partenaires privés afin d'accroître la contribution des espaces publicitaires et d'assurer un meilleur suivi des partenaires privés. Place à présent à votre renouvellement du checking et avec Nadine Yangou qui est sur ce plateau. Je te dis d'abord bonjour Nadine. Bonjour Marie. L'on parle de la destruction de l'immeuble Sozacom sur le boulevard du 30 juin. Il s'agit de l'un des plus vieux bâtiments de la ville-province Kinshasa qui serait consumé par du feu. Qu'en dis-tu Nadine? Non Marie, cette image largement partagée sur les réseaux sociaux, notamment via TikTok, prétend montrer l'immeuble Sozacom situé sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe en proie aux flammes. La publication a rapidement gagné en viralité, plus de centaines de commentaires sur cette publication.
Après vérification, cette image ne reflète donc en rien, Marie, la réalité. Aucun incendie ni acte de destruction n'a été enregistré sur cet immeuble de 22 niveaux dont la construction a débuté en 1969 et s'est achevée en 1977, Marie. Merci beaucoup Nadine Yangou pour cet éclaircissement. C'est quand le prochain rendez-vous déjà? C'est déjà ce soir. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci Marie. Le renouvellement du règlement d'ordre intérieur et les élections au sein du Conseil national de l'ordre de médecins étaient parmi les points saillants examinés en panel. L'essentiel a été consacré à la problématique de la couverture santé universelle. Rodé Panda. Poursuivant son bon nombre de chemins, la session de décembre 2025 du Conseil national élargi des bureaux des conseils provinciaux de l'ordre des médecins réunis au Centre catholique Caritas depuis le 1er décembre, les 2 derniers jours ont tourné autour des travaux du règlement d'ordre intérieur et des préparatifs des élections prochaines de 2026. Bien avant, chaque bureau du Conseil provincial de l'ordre des médecins a fait savoir à l'assistance le fonctionnement de leur bureau. Le docteur Bertien Tsadi Foueni, président du Conseil de l'ordre des médecins, rappelle la quintessence de cette grande rencontre médicale. Ici, en fait, nous aurons 3 grandes thématiques. La thématique budgétaire, l'autre grande thématique liée à la pratique médicale. Et la 3e grande thématique, c'est la question de notre règlement intérieur, mais que nous devons finaliser au cours de cette session pour regarder certaines dispositions, étant donné que l'année qui vient, c'est une année électorale dans notre corporation. L'importance et le succès de ces travaux dépend aussi de l'attention accordée à la couverture santé universelle. L'hôpital général de référence de Manono dans le Tanganyika, équipé en médicaments et autres matériels, c'est un don du gouvernement provincial, c'est un don du gouverneur de province Christian Kitunga. Reportage. L'hôpital général de référence des Manono a réceptionné un important lot de médicaments, don du gouverneur de province, l'honorable Christian Kitunga Mouteba, pour renforcer la prise en charge de plusieurs pathologies, notamment le choléra et la rougeole, qui demeurent particulièrement préoccupantes dans ces territoires. Les personnels soignants de l'hôpital a salué ces gestes de responsabilité posés par l'autorité provinciale, déterminée à garantir à chaque patient un accès équitable à des soins de qualité, s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière de couverture santé universelle. Vous avez été sensible face aux pathologies que connaissent la population de Manono, arriver jusqu'au niveau des Manono, nous assister par rapport à tout ce que nous avons comme problème en matière de santé, surtout en rapport avec la politique que prennent les chefs de l'État en rapport avec la couverture santé universelle. Au-delà de cet apport conséquent en médicaments, l'hôpital général de référence des Manono a également réceptionné un générateur destiné à optimiser la continuité et la qualité des soins, en éliminant tout risque d'interruption des services vitaux. La cérémonie s'est poursuivie par une visite guidée des installations au cours de laquelle l'autorité provinciale s'est imprégnée de l'état réel des infrastructures et des conditions de travail du personnel, réaffirmant ainsi sa volonté de moderniser et de revitaliser cet établissement sanitaire. Et puis cette marche de la société civile du Nord Kivu et de l'Ituri pour la paix dans cette partie du pays. Regardez. Vêtues en noir et coiffées des banderoles blanches, les manifestantes sont parties du boulevard Père Jérôme avec des calicots sur lesquels étaient marqués des messages de paix. Pieds nus, ces femmes ont bravé le sol caillouteux de Butembo et le soleil ardent pour exprimer leur colère face au massacre des civils, couplé au viol massif perpétré par les terroristes ADF dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous lançons un message stop au massacre, ça a trop duré, c'est le temps de faire la paix. À l'hôtel de ville, elles ont lu avant de déposer leur mémorandum demandant le renforcement des mesures sécuritaires. Accroître la présence policière et militaire dans les zones à risque. Instaurer des patrouilles régulières pour assurer la population. Traquer les ADF et leurs supplétifs et tous les ennemis de la paix.
Le chef de division à la mairie de Butembo, Stanislas Kachuva-Teria, a au nom de l'autorité urbaine rassuré que ces exigences seront canalisées aux autorités provinciales et nationales. Dès là, les manifestantes sont parties toujours à pied pour chuter à l'auditorat militaire garnison de Butembo. Ici, ces femmes, tout âge confondu, ont déposé une plainte symbolique pour réclamer publiquement justice en faveur des victimes des atrocités à l'est de la RDC. Ces documents a été reçu par la magistrate militaire Melissa Kahambu, substitut de l'auditeur militaire de Butembo. Dans le cadre de la sécurisation des frontières sanitaires, une dizaine d'agents du programme national d'hygiène aux frontières ont été investis en qualité d'officiers de police judiciaire à compétences restreintes. Ils ont prêté serment devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'Ituri, Junior Selimani. 18 agents du programme national d'hygiène aux frontières venus de Mahagi, Ariwara, Karombo, Aru, Ombaï et Bounia ont prêté serment ce lundi en qualité d'officier des polices judiciaires à compétences restreintes. Cette prestation intervient à l'issue d'une formation intense de 3 jours. Cette initiative portée par le docteur Théophile Pundi, responsable du service technique du ministère de la Santé à Ituri, marque une première depuis plus de 15 ans. Le nouveau officier se sont engagés à renforcer les contrôles sanitaires aux frontières dans l'exercice quotidien de leurs fonctions. Pour leur rendre service à la République, à identifier les infractions qui sont sur terrain par rapport à notre service et aussi à chercher à mobiliser plus de recettes pour les comptes du trésor public. Brigade sanitaire pour encadrer les activités aux frontières. La mise en place d'une brigade sanitaire permettra d'appliquer avec rigueur le texte légaux encadrant les activités sanitaires au point d'entrée du territoire. Elle contribuera également à une meilleure mobilisation des recettes ici des produits sanitaires taxables. Cette réforme s'inscrit dans les priorités du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de madame la directrice nationale de ces services relayés en province par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Shumajoni, garant de la protection de la population. En Ituri, le comité consultatif du projet Star Est pour la province de l'Ituri est en session d'évaluation des réalisations des infrastructures en exécution pour cette année 2025. Il est également question de passer en revue les infrastructures identifiées qui seront construites pour le projet Star Est 2026. Reportage. Session ordinaire ce lundi 1er décembre du comité consultatif provincial du projet Star Est pour la province de l'Ituri. Sous la présidence du gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyanka Chama, cette session avait pour objectif de passer en revue les réalisations en termes d'infrastructures en exécution en cette année 2025. L'autorité provinciale qui s'est dit satisfaite de réalisation du Star Est reconnaît que l'Ituri est une province d'avenir. Il suffit de lui donner la paix et la stabilité pour mieux faire. Si nous avons la paix, parce que les moyens sont là, pour cette phase, nous sommes satisfaits. Et pour la phase, pour l'année prochaine, nous voudrions qu'il y ait plus de paix pour que là où nous n'avons pas pu réaliser les activités, que nous soyons encore présents. Au total, 18 infrastructures sont en phase terminale, dont 10 écoles et 3 centres de santé qui sont complètement achevés et attendent d'être remises aux communautés locales. Ce projet validé en amont par ce comité consultatif a bénéficié du soutien de tous ses membres, les communautés locales, et s'est exécuté sans aucun incident, a indiqué le coordonnateur de Star Est en Ituri. Le projet Star Est a reçu un accueil délirant de la part de toutes les communautés et à ce jour, l'état d'avancement n'a enregistré aucun incident majeur. Les membres de ce comité ont également passé en revue les infrastructures identifiées qui seront construites par le projet Star Est en 2026. 4 territoires sont concernés par cette projection. Il s'agit de Mahagi, Mambasa, Irumu, Djougou et Bois-Ville, avec au total 94 écoles, 17 centres de santé, 4 marchés, 4 salles polyvalentes et 6 adductions d'eau qui sont programmées. Ce rapport des réalisations 2025 ainsi que celui d'identification des infrastructures pour 2026 ont été approuvés par les membres du comité consultatif provincial, dont le gouverneur de province. Place à présent à la revue de presse. Jean-Pierre Ndolo Demazou revient avec les journaux parus ce matin. Regardez.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 3 décembre 2025. Walikale, les forces gouvernementales appuyées par les Wazalendo délogent les rebelles de l'AFC 123 à Fungura, près d'un petit, annonce actualité.cd. Fungura, dans la localité de Banakindi, groupement Kisimba, territoire de Walikale au nord Kivu, est une colline stratégique située à environ 15 km de Pinga. La coalition gouvernementale a attaqué le matin cette position qui était occupée par les rebelles depuis plus d'un mois. Les rebelles délogés se sont repliés vers Mpeti à 3 km de Fungura. Le bilan de ces affrontements n'est pas connu, mais cette position est actuellement sous contrôle des FARDC et des Wazalendo. Sud Kivu, l'armée reprend le contrôle de Katogota, Kaziba et Point Zéro après sa riposte aux attaques du 1-23, renchérit 7sur7.cd. Les forces armées de la RDC ont repris le contrôle de Katogota en territoire d'Uvira, Centre en territoire de Walungu et Point Zéro en territoire de Fizi mardi 2 décembre 2025. Selon le porte-parole de l'armée du Sud Kivu, le sous-lieutenant Mbouyi Rigen, l'armée a riposté aux attaques lancées par les rebelles de l'AFC 123 et a repris le contrôle de ces localités. Il précise que plusieurs rebelles ont été neutralisés et d'autres capturés. Butembo, des femmes marchent en noir et pieds nus pour dénoncer les massacres à l'Est, rapporte Actu30.cd. Plusieurs femmes réunies au sein de la synergie des organisations féminines de la ville de Butembo ont organisé une marche pacifique mardi 2 décembre 2025 dans cette ville de la province du Nord Kivu pour décrier la persistance des massacres des civils à l'Est du pays. Les manifestantes, vêtues en noir et pieds nus, ont dans leur mémorandum déposé à la mairie et à l'auditorat militaire garnison de Butembo fait savoir que les femmes et les jeunes filles sont plus victimes de cette forme d'insécurité. Nord Kivu, 46 survivants de viol testés positifs au VIH-Sida entre janvier et octobre à Kibirizi, titre Le Potentiel. L'alerte a été donnée par le Bureau central de la zone de santé en marge de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Kibirizi, en territoire de Rutshuru au Nord Kivu, est sous contrôle du 1-23. Selon Jérémy Malimingi, infirmier superviseur chargé des soins de santé primaires, plus de 5100 cas de viol ont été enregistrés durant cette période, dont 4320 victimes se sont présentées dans les structures sanitaires dans les 72 heures. Et c'est par ce que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision.